Bonsoir. Alors, moi, ce que je vous propose un peu comme exercice aujourd'hui, c'est un menu pour bien vieillir en mettant en lumière 4 nutriments, 4 types d'ingrédients que l'on a tendance à pas manger suffisamment, surtout quand on prend un peu d'âge. C'est mon constat en tant que professionnel de la nutrition depuis quelques années. Donc, je fais le focus sur 4 ingrédients, 4 nutriments, et je vous explique ensuite comment on peut le mettre en pratique. Ça, c'est mon menu. Je vous propose donc, un peu comme des grands restaurants, un menu où on n'y comprend rien quand on a la carte devant nous. Je vous propose donc une cassolette de protéines et son émulsion d'oméga 3 sur un lit d'antioxydants et sa farandole de fibres. Bon appétit. Alors, je vais décomposer, comme ça va être beaucoup plus clair, les protéines. Alors, les protéines, on les trouve, je suis sûre que vous le savez un petit peu, dans la viande, le poisson, la volaille, les œufs, les fruits de mer, le fromage, les produits laitiers, les légumes secs, les noix, les noisettes, les amandes, le quinoa, le soja et un petit peu aussi dans les céréales. Alors, à quoi ça va nous servir les protéines? Ça va nous servir principalement à fabriquer nos muscles, également le squelette, la peau, les cheveux, les ongles, les hormones, des anticorps, des enzymes qui vont participer à plein de réactions chimiques dans notre organisme. Mais le plus important peut-être pour tenir en bonne santé longtemps, ça va être nos muscles. Parce que si on perd en masse musculaire, il va nous arriver des petites choses. Alors déjà, on perd de la force, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais voilà, porter des choses lourdes, courir plus vite, on a tendance à perdre de la vitalité et de la force. Mais il faut savoir que le muscle est également un formidable médicament qui permet de résoudre quelques petits problèmes, comme par exemple quand on a du diabète, de pouvoir faire baisser votre taux de glycémie si vous maintenez vos muscles en bon état. Plus vous aurez de muscles, plus votre corps va utiliser de sucre. Plus vous avez de muscles, plus votre corps va utiliser de la graisse. Et bonne nouvelle, plus vous avez de muscles, plus votre corps dépense des calories, même quand vous dormez. Même quand vous n'utilisez pas vos muscles, votre corps consomme davantage. Donc souvent on me dit, bah oui, en vieillissant, on prend du poids, on prend du gras. Non, en vieillissant, vous perdez en muscles et donc vous dépensez moins. Et donc effectivement, à alimentation égale, vous avez tendance à vous engraisser. Donc maintenir ces muscles en bon état va nous permettre effectivement de garder une meilleure santé. Mais combien? Alors, je ne suis pas très... Voilà, on va essayer. Hop, oui. Comme à la maison avec la télécommande de la télé, je ne sais jamais où il faut zapper. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est d'apporter la bonne quantité de protéines. Et en moyenne, alors je vais utiliser un terme que je n'aime pas du tout, et mes collègues qui sont dans la salle pourront témoigner, le poids idéal. C'est juste un référentiel pour pouvoir avoir une dose de protéines pour un individu donné. Je vais vous donner un exemple très simple. Alors le poids idéal, on s'en fout, c'est juste pour vous donner un exemple. Admettons, vous mesurez 1,75 m. Votre besoin en protéines est de 75 grammes. Vous mesurez 1,60 m, vous avez besoin de 60 grammes. Je continue, 1,85 m, 85 grammes, et ainsi de suite. Et pour pouvoir maintenir un muscle en bon état, ça ne suffit pas de manger des protéines, il faut le faire fonctionner, il faut bouger. Plus le muscle va travailler, plus il va se reconstruire et se renouveler. Alors, il ne faut pas confondre grammes de protéines, par exemple, et grammes de viande. Je vous ai fait un petit résumé des quantités de protéines qu'on peut retrouver dans les principaux aliments riches en protéines. Et je vais vous faire l'exemple, mais pas de tête, parce que j'ai pris mes petites notes. Si vous mesurez 1,75 m, vous avez donc besoin de 75 grammes de protéines, ce qui correspond de façon concrète, par exemple, à 150 grammes de poisson, plus 200 grammes de lentilles cuites, plus 50 grammes de pain, plus 30 grammes de fromage, 20 grammes d'amandes et 300 grammes de féculents cuits, le tout sur votre journée. Donc après, vous multipliez, si vous faites 1,85 m, 1,60 m, voilà. Sur son émulsion d'oméga 3. Alors les oméga 3, c'est un type de graisse qu'on appelle des acides gras
polyinsaturés, et il en existe de 3 sortes. Il y a l'acide alpha-linolénique, que l'on ne sait absolument pas fabriquer et qu'il faut absolument manger. Il va servir à fabriquer les 2 autres, l'EPA et le DHA, qui, eux, servent à construire notre cerveau. On a à peu près la moitié de notre cerveau, le poids de notre cerveau, qui est constitué de ce type de graisse. Donc il est impératif de pouvoir en manger pour pouvoir le refabriquer. Les oméga 3 vont servir donc à la fois au cerveau, et le professeur Amouyal tout à l'heure vous a expliqué que ce qui était très important, c'était les connexions synaptiques. Les oméga 3 ont tendance à fabriquer des connexions synaptiques plus intéressantes entre les neurones que d'autres types de graisses. Ça leur donne une meilleure perméabilité entre les uns et les autres, ils s'amusent mieux, ils communiquent mieux. Et puis pour tout ce qui va être système cardiovasculaire, parce que les oméga 3, c'est un type de graisse qui est très fluide, et si vous vous construisez et que vous renouvelez vos cellules de vos artères avec des graisses fluides, elles vont rester elles aussi plus fluides, plus souples, moins cassantes, donc moins de problèmes d'infarctus, d'AVC et ce genre de problèmes cardiaques. On retrouve les oméga 3, donc l'acide alpha-linolénique, dans l'huile de lin. C'est l'un des aliments les plus riches. Elle est composée à peu près de 50% de ce type de graisse. Les graines de lin, l'huile de colza, les graines de chia, les noix et l'huile de noix. Les besoins en oméga 3 en acide alpha-linolénique sont à peu près de 2 grammes par jour. 2 grammes, je vous ai fait un petit peu la conversion pour voir à quoi ça correspondait. Donc par exemple, si vous prenez une cuillère à café d'huile de lin par jour, vous avez tous vos apports en oméga 3. Si vous prenez l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de noix sur votre journée, vous avez tous vos apports en oméga 3. Et du coup, on peut comme ça un petit peu jongler. On peut manger un petit peu de noix dans sa salade, manger du pain avec des graines de lin, de temps en temps changer ses huiles d'assaisonnement, de passer du colza, de noix, d'huile de lin, d'huile de germe de blé, pour pouvoir avoir un apport en oméga 3 assez intéressant dans son alimentation au quotidien. EPA et DHA, donc, qui sont des graisses aussi de la famille des oméga 3, qu'on trouve dans les poissons gras principalement, le saumon, la sardine, le maquereau, les anchois, tous les produits de la mer de façon générale, mais un petit peu en moindre quantité. Et là, les apports, ils sont moindres. On a besoin à peu près de 500 mg de ces graisses de façon quotidienne, ce qui fait que ça fait des toutes petites quantités. Je ne vais pas vous dire qu'il faut manger 23 grammes de sardines par jour. Ça paraît aberrant. Ou 14 graines de lin pour avoir éventuellement ce type de graines. Donc je vous ai fait une moyenne sur la semaine et l'apport hebdomadaire peut être compris entre 80 et 200 grammes de ce type de poisson pour couvrir vos besoins en EPA et DHA. Si vous prenez des poissons moins gras, il y en aura également, mais il faut en manger beaucoup plus. Selon les variétés, vous passez de 300 à 800 grammes, voire même parfois 1 kg de poisson pour avoir la même quantité, ce qui n'est pas forcément très raisonnable, surtout pour les poissons. Quand je dis les poissons, ça compte aussi pour les fruits de mer, les moules, les coquillages de façon générale, les crevettes, les crabes et ainsi de suite. Alors, les oméga 3, par contre, ce sont des graisses très fragiles, aussi bien dans notre corps que dans notre cuisine et que dans notre alimentation de façon générale. Les oméga 3 n'aiment pas la chaleur. Donc quand on fait cuire, et surtout les poissons gras, on évite de les faire cuire avec des très fortes températures. Pour vous donner un exemple, je préfère que vous les cuisiniez à la vapeur ou au four que vous les mettiez à griller sur les barbecues. Même si les sardines au barbecue, c'est très bon. Voilà. Donc on évite les fortes chaleurs, on évite la lumière. Les bouteilles d'huile, on ne les laisse pas exposer près de la fenêtre ou même éviter de les laisser exposer comme ça sur votre plan de travail. Vous pouvez les mettre dans un placard ou vous pouvez éventuellement les mettre dans des bouteilles opaques ou vous pouvez faire, comme moi, les mettre dans votre réfrigérateur. Comme ça, la température, elle ne bouge pas, il n'y a pas de lumière. Et les bouteilles bien fermées, on ne laisse pas non plus la bouteille d'huile de colza comme ça à l'air libre pendant 3 heures pendant qu'on prépare à manger. Les oméga 3 n'aiment pas non plus l'air, ils se dégradent, donc pas d'air, pas de lumière, pas de chaleur. Sur un lit d'antioxydants.
Les antioxydants, ce sont des molécules qui vont permettre tout simplement à vos cellules de vieillir moins vite. Elles vont éviter à vos graisses qui constituent vos cellules de moins rancir. Donc on trouve tout un tas d'antioxydants dans les vitamines, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E. On les trouve dans tout ce qui est coloré dans les fruits et les légumes, tous les pigments colorés, ce qu'on appelle le carotène, le lycopène, les flavones. Donc en gros, vous avez des fruits et des légumes rouges, verts, orange, violet, jaune, ça sera des antioxydants. Vous en avez également dans le sélénium, le zinc, le cuivre, vous en avez dans les polyphénols, vous en avez dans les composés soufrés qu'on va retrouver dans certains légumes. Et vous me direz, ça me fait de belles jambes, dans quoi est-ce que je vais trouver des antioxydants? Eh bien pour la vitamine A, on va retrouver par exemple dans le beurre des grandes quantités. La vitamine E, ce sera principalement dans les huiles végétales. La vitamine C dans les fruits et les légumes crus. La viande, le poisson, les fruits de mer vont nous apporter du zinc, du cuivre et du sélénium. Les fruits et les légumes colorés nous apporteront tous les pigments colorés possibles. Les polyphénols, thé, café, cacao. Et les composés soufrés, principalement dans l'ail, l'oignon, le poireau, tout ce qui ressemble un petit peu à ces bulbes et qui fait partie de la même famille de légumes de l'ail. Je pense que ça se passe de commentaires, voilà à quoi ça sert. Et une farandole de fibres végétales, bien entendu. Alors vous avez plusieurs types de fibres, la cellulose, la pectine, l'hémicellulose, la lignine, l'inuline, les oligosaccharides, et ça améliore plein de choses. Les fibres vont avoir des rôles à la fois mécaniques et chimiques. Mécanique, par exemple, pour la satiété. Manger des fibres, ça vous fait tenir plus longtemps avec un même repas à calories égales. C'est plus rentable si vous voulez faire attention à votre poids, si vous voulez pouvoir avoir de l'énergie plus longtemps avec un même repas sans avoir des petites fringales ou avoir envie de grignoter. Les fibres, ça va être très utile dans ce cas-là. Ça permet un peu par le même mécanisme de réguler votre glycémie. Donc vous avez des glycémies beaucoup plus stables. Pour les gens qui sont un petit peu limite, voire complètement diabétiques, ça évite de faire des pics de glycémie après avoir mangé et des chutes par la suite parce que ça va permettre à votre sucre d'être digéré plus lentement. Ça aide bien entendu au transit intestinal et peut-être la chose la plus intéressante, c'est que ça va venir nourrir votre microbiote intestinal. Alors le microbiote intestinal, c'est ce qu'on appelait il y a encore quelques années la flore intestinale. C'est l'ensemble des bactéries, des levures, de tous les micro-organismes qui vivent dans votre intestin et qui représente à peu près 2 kg par personne. Notre microbiote intestinal représente à peu près entre 1000 et 3000 sortes différentes. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Et on peut favoriser les bonnes bactéries pour notre santé en leur donnant beaucoup de fibres à manger. Donc plus vous donnez de fibres à manger à vos bactéries intestinales, plus elles se portent en bonne santé et plus elles vont vous protéger de certaines pathologies. Alors pas que de la constipation. On se rend compte que le microbiote intestinal va avoir des actions sur les inflammations, sur le diabète, sur le cholestérol, sur les maladies cardiovasculaires, sur la perte de poids ou la prise de poids, sur la dépression, sur peut-être aussi l'autisme et l'alcoolisme. On a plein de recherches vraiment sur l'interaction de vos bactéries intestinales et votre état de santé général. Et plus vous le nourrissez convenablement, plus il va vous maintenir en bonne santé sur du long terme. Ils sont présents, bien entendu, dans tous les fruits, les légumes, je parle des fibres, fruits, légumes, et tout ce qui va être végétal complet, du riz complet, des pâtes complètes, de la farine complète. Tant que ce n'est pas du tout blanc, du pain tout blanc, de la farine toute blanche, vous aurez de la présence de fibres. Donc ça ne veut pas dire que le pain blanc, c'est mauvais, mais on peut augmenter sa quantité de fibres en augmentant éventuellement la quantité de céréales complètes. Vous les aurez aussi dans tout ce qui est graines, et dans les fruits oléagineux en grande quantité comme les noix, les noisettes, les amandes, les avocats, les olives et ainsi de suite. Donc finalement, mon premier menu, voilà à quoi ça pourrait correspondre dans votre assiette quand il arrivera à table. Plutôt coloré, avec plutôt du poisson, beaucoup de légumes, si possible des céréales complètes, des bonnes huiles, des bonnes graisses. Et je vous souhaite bon appétit.